bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Nous sommes ravis ce soir de recevoir évidemment Alain de Benoît, que mon camarade Alain Lefebvre va présenter, mais si vous ne le connaissez pas déjà, bien sûr. Simplement pour vous rappeler que, comme vous le savez sûrement, nous organisons régulièrement des conférences, la prochaine, et on ne peut pas encore vous donner de date, nous recevrons Mathieu Bock-Côté, l'essayiste québécois, et peut-être, vraisemblablement, Bérénice Levet, qui est une philosophe française qui a écrit un livre récemment. Je vous encourage à adhérer au Cercle Paul Vendôme. Les formulaires sont à votre disposition à l'entrée pour la modique somme de 50 €. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour l'actualité du club. Et les gens qui sont inscrits recevront de toute façon les dates des prochaines conférences. Je laisse la parole à Alain Lefebvre. Bien, bonsoir. Bonsoir. Ah, ça marche pas vraiment. Allô. Là, ça va? Prenez peut-être bon. Le rouge en attendant. Là. Ah, le rouge en attendant, oui. Le rouge en attendant. Le rouge en attendant. Voilà, alors il m'appartient de faire la présentation d'Alain de Benoît pour la simple raison que je le connais depuis 54 ans, mais il va vous dire précisément au mois près, quand nous nous sommes rencontrés la première fois, parce qu'il est extrêmement méticuleux, il note tout, il sait tout. Donc, alors cette présentation va être un tout petit peu personnelle, évidemment, comme vous l'imaginez, parce que 54 ans, ça laisse des traces. Moi, j'ai connu Alain de Benoît donc, en 1965. Il s'appelait à l'époque Fabrice Laroche. Alors, assez curieusement, les gens généralement anoblissent leur véritable patronyme. Lui, il l'a roturiorisé, si j'ose dire, puisqu'il s'appelle réellement Alain de Benoît et pas Fabrice Laroche. Mais moi, je l'ai connu sous le nom de Fabrice Laroche et je continue, 54 ans plus tard, à continuer, comme un certain nombre de nos amis, à l'appeler Fabrice. Voilà. Alors, je vais sûrement le surprendre et vous surprendre tout autant parce que la première citation que je vais faire est celle d'un auteur que Alain de Benoît ne connaît pas. Et ça, c'est un phénomène extrêmement rare puisqu'Alain de Benoît connaît tous les auteurs. et j'allais dire, il a lu tous les livres pour paraphraser quelque chose de célèbre. Alors, cet auteur s'appelle Serge Lama. Vous voyez qu'on est très 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 loin de l'univers intellectuel habituel d'Alain de Benoît. Voilà, donc, et je vais vous parler de Serge Lama, parce que Serge Lama, en 1974, à l'Olympia, en présence d'un homme qui s'appelait Gobineau, pas Arthur de Gobineau, mais Gobineau, Marcel Gobineau, a chanté pour la première fois une chanson qui était dédiée à cet homme, en qui il vouait un culte particulier, puisque c'est grâce à cet homme qu'il était devenu ce qu'il était devenu, c'est-à-dire un grand chanteur populaire français. Et la chanson qu'il a chantée pour la première fois devant cet homme, c'était c'est mon ami et c'est mon maître, c'est mon maître et c'est mon ami. Si je vous dis ça, c'est parce que Alain de Benoît est à la fois mon ami et mon maître. Et j'en suis personnellement extrêmement fier, honoré et heureux. Voilà, alors Alain de Benoît, au sortir de la guerre d'Algérie, c'est à ce moment-là que nous nous sommes connus, dans un clan, on va appeler ça comme ça, qui n'avait aucune nostalgie pour le combat perdu qu'il venait de mener, puisque nous l'avions perdu, et je pense que c'est pas plus mal que ça qu'on l'ait perdu. Et donc, il a commencé, contre toute attente dans ce milieu qui était plutôt lié, qui réagissait plutôt avec des réflexes pavloviens aux différentes idées qui circulaient peu. Il a décidé de travailler pour constituer un corpus idéologique original et qui s'affranchissait de tous nos fantasmes, de toutes nos idées et de toute notre absence de réflexion. Et pour ça, il y a beaucoup travaillé, il a beaucoup lu, énormément lu. Je rappelle au passage qu'il est probablement le propriétaire de l'une des plus grandes, voire de la plus grande bibliothèque privée d'Europe, avec 250 000 titres. Alors, j'ai jamais réussi à savoir s'il les avait tous lus, mais en tout cas 250 000 titres. Et il s'est mis à lire, il a commencé à lire très tôt, à écrire très tôt, à lire très tôt. Il a lu évidemment tout ce dont on était issu, c'est-à-dire Maurras, Proudhon, Sorel, mais aussi évidemment Marx, Lénine et Gramsci. Et Gramsci, c'est intéressant parce que c'est chez Gramsci qu'il a découvert, je pense, je crois pouvoir le dire, une idée assez intéressante qui depuis a beaucoup nourri son combat et le nôtre et qui est apparue
récemment dans le discours d'un certain nombre de gens qui pour l'instant ne s'intéressaient pas trop aux idées. En fait, Gramsci, pour résumer, et j'ai toujours un peu de scrupule à le faire en présence d'Alain Benoît, pour résumer, pense que ça ne sert à rien d'essayer de gagner le combat des urnes si on n'a pas d'abord gagné le combat des esprits et des idées. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 50 ans, Alain Benoît œuvre à essayer de gagner ce combat culturel et de faire évoluer les idées. Alors, il n'y a évidemment, comme vous le savez, pour le connaître un petit peu, pas un seul secteur de la pensée humaine qui ait échappé à sa sagacité. Il a écrit sur à peu près tout. C'est d'ailleurs une espèce d'inventaire à la Prévert que je vais être obligé de faire pour ne pas faire la bibliographie complète d'Alain Benoît qui prendrait la soirée entière. Donc il a écrit sur l'identité, les Indo-Européens, le travail, les droits de l'homme, l'écologie, le progrès, l'humanisme, le populisme, le tiers-monde, le clivage gauche-droite, l'immigration, les États-Unis, le traité transatlantique, le capitalisme, les médias, la mondialisation, le paganisme, Noël, les religions, et même un livre sur Jésus et ses frères, le féminisme, l'idéologie du genre, le racisme, les runes, la famille, l'esprit bourgeois. J'en passe des dizaines, et parmi eux d'innombrables auteurs, penseurs et philosophes, auxquels il a consacré un livre, un article, une préface. Voilà, il manque juste le raton laveur pour compléter le poème de Prévert, parce qu'en fait, Alain Benoît préfère les chats aux ratons laveurs. Voilà. Alors, il faut ajouter à ses écrits les revues qu'il a créées, et ce qui est remarquable, c'est que ces revues existent toujours. Nouvelle École, créée en 1968, qui vient de publier son dernier numéro, un numéro absolument passionnant que je vous recommande sur les Indo-Européens, avec des idées tout à fait neuves, nouvelles et intéressantes, apportées par le séquençage de l'ADN à l'étude sur les Indo-Européens. En 1973, il a lancé Éléments, que vous connaissez quelques-uns d'entre vous en tout cas, puisque cette revue a été relancée maintenant il y a 3 ans. Elle suit un parcours tout à fait sans faute, puisqu'elle est la seule revue de la presse française qui voit sa diffusion augmenter chaque année, ce qui n'est pas le cas de tous. Et puis il a lancé en 1988 une revue d'ouverture, on va dire, qui s'appelle Crisis, et qui a accueilli dans sa rédaction, en son sein, sur des thèmes à chaque fois tout à fait intéressants, des auteurs venant de toutes sortes d'horizons, et ce qui en fait quelque chose d'assez unique. Alors, deux mots, puisqu'il va vous en dire plus de deux sur le dernier livre qu'il vient de publier, contre le libéralisme, qui tombe à point nommé, puisqu'on a un président de la République en France depuis 2 ans qui vient de réconcilier le libéralisme de droite, entre guillemets, avec le libéralisme de gauche, le libéralisme libertarien. Donc c'était le moment ou jamais de le faire, c'est pas d'ailleurs un hasard s'il le fait maintenant. Et comme vous le savez, ce livre est titré assez judicieusement « La société n'est pas un marché ». Voilà. Alors, à la suite de Michéa, qu'Alain Benoît cite dans son livre, qui rappelle que les libéraux au début du XIXe siècle étaient en fait l'aile marchande, comme il le dit, et pas l'aile marchande de la gauche originelle. Et puis, il rappelle également qu'aux États-Unis, contrairement à ce qui se passe en Europe, eh bien, les libéraux sont bien des gens de gauche, et d'ailleurs, ils s'opposent de façon très claire aux conservateurs. Voilà. Alors, je ne veux pas anticiper sur ce qu'il va dire, donc je vais lui passer la parole, et il va vous dire pourquoi il pense tant de mal du libéralisme sous toutes ses formes. Merci Alain de cette présentation qui par amitié a été très exagérément flatteuse. Je ne la commenterai pas, je dirais juste une chose. L'important, ce n'est pas d'écrire beaucoup de choses, beaucoup de livres, c'est d'écrire des choses qui sont justes. L'important, ce n'est pas d'avoir beaucoup de livres, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est d'en tirer des idées justes. Et puis pour remettre encore plus les choses à l'endroit, je voudrais dire qu'à mon avis, une grande page de littérature, ça vaut toutes les abstractions de tous les intellectuels du monde. Alors, on va venir sur le sujet. J'ai effectivement publié très récemment un livre qui s'appelle « Contre le libéralisme », donc le titre est clair, et il est explicité par un sous-titre « La société n'est pas un marché », pour enlever peut-être un peu le côté agressif du titre lui-même. Alors, je vais venir tout de suite à l'essentiel. Je citerai le théologien et philosophe britannique John Milbank. Milbank dit, au fond, ce qui caractérise le plus le libéralisme, c'est
qu'il repose sur une erreur anthropologique. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Je trouve personnellement que la formule est assez bonne parce qu'elle nous permet de comprendre que la conception de l'homme que présentent les différents courants libéraux, qui sont, on le sait, très, très divers, c'est au fond ce qui est central dans cette idéologie que l'on a vu se déployer depuis 2 ou 3 siècles à partir de sources diverses. J'insiste sur ces sources diverses parce que si on parle du marxisme, évidemment, c'est assez simple, on remonte à un personnage qui s'appelle Karl Marx. Avec le libéralisme, il n'y a pas de père fondateur, ou du moins il n'y a pas de père fondateur unique. Il y a des courants, parfois très différents, certains en contradiction les uns avec les autres, et ma démarche a été d'essayer de dépasser cette diversité pour trouver ce qui est l'élément commun du libéralisme d'il y a 2 siècles et du libéralisme d'aujourd'hui, du libéralisme français et du libéralisme écossais, du libéralisme politique, du libéralisme économique, du libéralisme sociétal. Et je crois que le point commun réside précisément dans cette anthropologie, cette conception de l'homme qui se caractérise par deux points principaux, qui en sont les 2 piliers en quelque sorte, c'est l'individualisme et l'économisme. Alors, l'individualisme, pourquoi? Bien parce que le libéralisme fait de l'individu la seule et unique source des valeurs et des finalités qu'il se choisit. Et cet individu est considéré en soi, c'est-à-dire abstraction faite de tout contexte social ou culturel. Ce n'est pas un homme qui est situé dans un certain contexte, qui est déterminé en partie par ses héritages, ses appartenances, c'est l'homme de partout et de nulle part, l'homme abstrait. Cet être est considéré comme fondamentalement indépendant de ses semblables, c'est-à-dire qu'il n'est pas naturellement politique et social, contrairement à ce qu'affirmait Aristote par exemple. C'est un homme qui est présenté comme entièrement propriétaire de lui-même, qui ne doit rien à la société, qui détermine librement ses choix et qui vise, c'est le point central, toujours et essentiellement à augmenter, à maximiser son meilleur intérêt, c'est-à-dire son plus grand profit matériel et privé. Donc c'est une thèse qui fait de l'homme un individu séparé et un individu de calcul et d'intérêt qui est censé adopter en toutes circonstances, comme son comportement le plus normal, l'attitude du négociant au marché. Et vous avez reconnu ce qu'on appelle habituellement l'homme économique, l'homo economicus. Avec le libéralisme, par conséquent, la société ne vient plus en premier, c'est l'individu qui vient en premier, soit qu'on le suppose antérieur au social dans une sorte de représentation mythique de la préhistoire, c'est la fable du contrat social, des individus isolés décident contractuellement de rentrer en société parce qu'ils vont y trouver leur avantage, soit qu'on lui attribue tout simplement un primat normatif, c'est-à-dire, pour dire les choses plus simplement, qu'on considère que l'individu, c'est ce qui vaut le plus. Le corollaire de cette conception des choses, c'est que les peuples, les nations, les cultures, les collectivités en général, n'ont plus de propriété intrinsèque ou de statut d'existence autonome. Elles sont considérées comme de simples agrégats d'individus. C'est l'attitude réductionniste qui consiste à dire que le tout n'est jamais que la simple addition de ses composantes. Et c'est une erreur épistémologique fondamentale, parce que dès qu'un ensemble se forme, cet ensemble se dote de propriétés qu'on appelle émergentes et qui ne se retrouvent pas indépendamment dans chacun de ses composantes. Un peuple, c'est plus qu'une addition d'individus, une forêt, c'est plus qu'une addition d'arbres, etc. Mais dans l'optique libérale, c'est tout le contraire. Il y a un économiste libéral assez connu en France qui s'appelle Bertrand Leménissier, qui écrivait récemment « La France,
n'est qu'un agrégat d'êtres humains. Alors, tout n'est qu'un agrégat d'êtres humains, évidemment. Mais avant lui, Margaret Thatcher disait « There is no society ». Il n'y a pas de société. Hein, ça paraît un peu bizarre comme ça, mais du point de vue libéral, il n'y a pas de société. Il y a des individus qui vivent en société parce qu'ils ont décidé de le faire. Dans ces conditions, évidemment, l'homme est censé se construire lui-même à partir de rien et non pas à partir d'un déjà là. L'homme se comporte comme un être social, non parce que cela est dans sa nature, mais parce qu'il est censé y trouver son avantage, ce qui signifie qu'il n'a pas de rapport éthique avec lui-même. Le libéralisme, en général, dit que cela permet de donner aux individus une autonomie. En réalité, quand on gratte un peu les choses, on s'aperçoit que par autonomie, les libéraux entendent en réalité l'indépendance, ce qui est tout à fait autre chose. L'autonomie, en effet, ça ne réside pas dans le fait de se couper de ses semblables, mais dans la capacité de penser et d'agir par soi-même sans pour autant supprimer tout rapport aux autres. Dans le libéralisme, par conséquent, le lien social dépend entièrement du système contractuel. La société est censée pouvoir être réglée, pouvoir fonctionner par le seul jeu du contrat juridique et de l'échange marquant. C'est évidemment la fin de ce qu'on appelle habituellement le bien commun que les libéraux ne reconnaissent pas, car pour eux c'est une notion inconsistante. La seule chose qu'ils reconnaissent, c'est éventuellement l'intérêt général, ce qui est quelque chose de tout à fait différent, qu'ils définissent en général comme l'addition et la confrontation des intérêts particuliers. Dans la mesure, répétons-le, où le libéralisme prétend mettre les institutions au service de l'individu, il s'oppose inévitablement au bien commun qu'il considère comme non existant. Le monde libéral, c'est, pourrait-on dire, le monde du non commun. Alors, par ailleurs, il y a la question des droits de l'homme, évidemment. Le libéralisme se fonde aussi sur la conviction qu'il existe des droits individuels fondamentaux et inaliénables qui sont à la fois antérieurs et supérieurs à toute institution humaine, et que le premier de ces droits est évidemment de poursuivre son meilleur intérêt. Ces droits sont évidemment purement formels. Il est clair que le droit au travail n'a par lui-même jamais fourni un emploi, mais là n'est pas le point important. Le droit fondamental, c'est le droit d'avoir des droits. Les droits individuels peuvent de ce fait être opposés à toute obligation sociale ou à tout impératif politique. Alors là, il faut noter que cette théorie des droits de l'homme, qu'on appelle la théorie des droits subjectifs, est en rupture totale avec ce que l'Antiquité comprenait comme le droit. Dans l'Antiquité, on considérait que le droit définissait un rapport d'équité qui s'établissait dans un certain nombre de situations entre un certain nombre de personnes. C'était un droit objectif. Dans la théorie moderne des droits de l'homme, ce sont des droits subjectifs qui ne sont pas du tout extérieurs aux êtres humains, mais qui sont au contraire inhérents à leur existence en tant qu'êtres humains. Les hommes ont à la naissance des droits comme ils ont un nez, une bouche et des oreilles. Hein. Donc on est là devant une conception qui est évidemment tout à fait nouvelle. Je n'insiste pas sur cette question-là, j'ai consacré un livre entier à l'histoire et à l'analyse de l'idéologie des droits de l'homme, et j'étais d'ailleurs venu, si je me souviens bien, en parler dans le dans le cadre du cercle Paul Vendôme. Donc je passe, mais c'est évidemment un chapitre important. Alors, la liberté. Le libéralisme a un grand avantage, c'est que son nom évoque la liberté et il abuse bien souvent de cet avantage. En réalité, je crois qu'il faut réagir contre cela. Il n'y a pas plus de synonymie entre le libéralisme et la liberté qu'il n'y en a entre le communisme et le commun, ou entre l'égalitarisme et l'égalité. Le libéralisme n'est pas l'idéologie de la liberté, mais l'idéologie qui met la liberté au service du seul individu.
la seule liberté que proclame le libéralisme est la liberté individuelle, perçue comme affranchissement vis-à-vis de tout ce qui excède l'individu. Elle rejette donc d'emblée toute détermination, notamment celle qui relève de l'ancrage historique ou de l'appartenance culturelle. Pour être peut-être plus clair ensemble, plus clair encore, il faut rappeler qu'il y a bien des conceptions de la liberté, y compris des conceptions non libérales. Je n'en citerai qu'une pour ne pas abuser de votre patience. C'est la théorie qu'on appelle républicaine ou néo-républicaine de la liberté, qui remonte dans l'histoire jusqu'à Tite-Live, passe par Machiavel et va jusqu'à James Harrington au XVIIe siècle. C'est une théorie qui ne dissocie pas liberté individuelle et liberté collective. Alors que le libéralisme est tout à fait indifférent à la société elle-même, alors qu'il n'a pas le souci de la société pour elle-même, cette conception néo-républicaine de la liberté nous dit en quelque sorte: je ne peux pas être libre si le pays, la culture auquel j'appartiens n'est pas libre également. Donc il y a un lien entre liberté individuelle et liberté collective, lien que le libéralisme ignore superbement. Ce que je viens de dire montre une chose, c'est qu'il y a sous-jacente à la conception de l'homme du libéralisme une sorte de légitimation, de justification et peut-être même, faut-il dire, d'apologie de l'égoïsme. Dès l'instant où vous posez que l'homme est essentiellement mu par son intérêt, par la recherche du profit, évidemment, vous légitimez du même coup tous les procédés qui vont permettre d'augmenter son profit. Et là, les libéraux ont une idée très, très astucieuse, c'est ce qu'ils appellent la main invisible. La main invisible, qui est un nouvel avatar de la providence, elle a été exposée sous la forme d'une métaphore, en tout premier lieu par Adam Smith. Et Adam Smith, je le cite, écrit: en recherchant son propre gain, l'individu est conduit par une main invisible à promouvoir une fin qui ne faisait nullement partie de son intention. Vous voyez l'enchaînement? L'homme agit conformément à son intérêt, mais ce faisant, il va contribuer à réaliser une fin qu'il n'avait pas du tout à l'esprit au moment où il agissait de cette manière. Bernard de Mandeville, dans sa célèbre Fable des abeilles en 1705, exprime la même idée d'une façon plus radicale encore, avec une formule choc, puisqu'il dit « vice privé, vertu publique ». Ce qui paraît être des vices dans la vie privée, en réalité, se transforme magiquement en vertu publique, et Frédéric Bastiat, autre théoricien libéral, dira lui aussi « chacun, en travaillant pour soi, travaille pour tous ». Ça veut dire que l'action égoïste de chacun va contribuer à l'intérêt général, ce qui suppose que les intérêts puissent se concilier ou s'harmoniser spontanément entre eux, ce qui évidemment est tout à fait faux. Mais c'est surtout une révolution dans l'ordre de la morale, de l'éthique, qui, dans le passé, que ce soit les philosophies, les religions, les sagesses, avaient toujours condamné cet égoïsme brutal, avaient condamné ce que les Grecs appelaient la pléonexie, c'est-à-dire la fièvre de la richesse, le désir de posséder, d'avoir. Et les anciennes philosophies exigeaient au contraire qu'on ne recherche jamais d'abord, ni en toutes circonstances, notre intérêt personnel, mais qu'on contribue aussi aux solidarités organiques qui renforcent le lien social. Une libérale extrême, la romancière Ayn Rand, qui est une des chefs de file, qui était l'une des maîtres ou maîtresses à penser, maintenant il faut tout féminiser, des libertariens, disait l'altruisme est incompatible avec la liberté. C'est absolument extraordinaire comme formule. Si vous faites preuve d'altruisme, vous agissez contre la liberté. Donc alors là, les choses deviennent de plus en plus claires. Et
évidemment, ça permet de comprendre le pouvoir destructeur de l'idéologie libérale, puisqu'il lui faut faire disparaître, pour bien fonctionner et pour incarner son modèle anthropologique de façon méthodique, tout système philosophique ou religieux qui condamne par principe l'égoïsme et la cupidité. Alors, il y a un autre volet maintenant de l'idéologie libérale qui va permettre de faire le lien avec le système capitaliste qui en est la projection concrète dans la vie de nos sociétés, c'est le problème du marché. Vous savez que les libéraux tendent à faire du modèle du marché autorégulateur, supposé autorégulateur et autorégulé, le modèle même, le paradigme de tous les faits sociaux. C'est-à-dire que les libéraux vont dire que non seulement la société fonctionne comme un marché, qu'elle est un marché, mais qu'on peut faire une analyse de tous les faits sociaux en termes de marché. Marché de la famille, marché politique, marché du mariage, marché du crime, et ainsi de suite. D'où le sous-titre de mon livre qui est précisément « Non, la société n'est pas un marché ». Pour les libéraux, le marché est par définition le lieu où intervient, où s'exerce le jeu de la main invisible, et il peut être considéré comme une loi régulatrice de l'ordre social sans aucun législateur. Pour asseoir leur démonstration, les libéraux ont l'habitude d'affirmer que le marché, au sens moderne de ce terme, est la forme naturelle de l'échange depuis que les hommes existent, en quelque sorte. Alain Minck, avec qui j'ai débattu récemment dans les colonnes du Figaro Magazine, a écrit « Le capitalisme ne peut s'effondrer car c'est l'état naturel de la société ». Ce qui est assez intéressant, parce qu'on se demande ce qu'il en était de la société à l'époque où le capitalisme n'existait pas, évidemment. Mais dans le débat que j'ai eu avec lui, il m'a répété que les lois du marché, c'est comme les lois de la gravitation, donc ça ne changera jamais, c'est là pour toujours. En réalité, là aussi, l'étude des idées montre qu'il n'en est rien, c'est-à-dire que le marché, au sens moderne du terme, pas les petits marchés locaux, mais le marché à grande distance, ce marché a été institué, il n'est pas du tout apparu spontanément, et il a été institué par l'État. Beaucoup de sociologues, comme Durkheim par exemple, ont noté que le marché et l'État sont allés du même pas, pour reprendre une expression qui a souvent été employée. Et il a été institué sous l'impulsion d'États-nations qui étaient alors en formation à partir de la fin du Moyen-Âge, États-nations désireux de monétariser à des fins de prélèvement fiscal des échanges intracommunautaires non marchands qui étaient auparavant insaisissables. Et c'est là où on voit bien se dessiner la montée de la classe bourgeoise et avec elle des valeurs bourgeoises qui l'ont accompagnée, qui, à partir donc de la fin du Moyen-Âge, va se glisser comme un coin entre l'aristocratie et le peuple, consolider sa puissance au fur et à mesure qu'elle augmentait sa richesse, jusqu'à envahir pratiquement tout le champ social, au détriment à la fois des valeurs aristocratiques et des valeurs populaires. Dans cette optique, il est évident que pour les libéraux, non seulement la société est un marché, elle devient l'auxiliaire du marché global, et les valeurs marchandes, c'est-à-dire les valeurs qui reposent sur l'intérêt, tout ce qui est de l'ordre de la quantité, tout ce qui est de l'ordre du comptable, du calculable, se substitue, marginalise d'abord et se substitue finalement à toutes les autres valeurs
D'ailleurs, regardez dans le vocabulaire de la gouvernance, de la gestion, a à peu près aujourd'hui tout envahi. La preuve en est que l'on dit couramment qu'il faut se gérer soi-même. Il faut gérer ses vacances, il faut gérer sa santé. Donc il faut se comporter toujours comme un négociant, un gestionnaire. Et de la même manière que l'apologie de l'égoïsme fait par le libéralisme implique l'éradication, la suppression de toutes les philosophies, toutes les religions qui condamnent l'égoïsme et la cupidité, eh bien, le fonctionnement soi-disant optimal du marché exige la disparition de tout ce qui peut faire obstacle aux échanges marchands et que, par conséquent, que les frontières soient tenues pour inexistantes. Vous savez bien sûr que le libéralisme prône le libre-échangisme et que c'est la raison pour laquelle il condamne toute forme de protectionnisme, par exemple. Mais là aussi, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Et ce qu'il faut en conclure, c'est que le libéralisme ne s'oppose absolument pas au mondialisme, puisqu'il aspire à l'élimination des frontières, puisqu'il aspire à la fin des autorités politiques, puisqu'il aspire à tout ce qui peut entraver le libre développement des échanges selon le principe bien connu laisser faire, laisser passer, qui exige, pour reprendre la formule canonique, la libre circulation des hommes, des capitaux et des marchandises. Adam Smith, que je citais tout à l'heure, je vais vous donner une autre citation, elle est très, très révélatrice, c'est une citation d'un passage bien connu. Il écrit « Un marchand n'est nécessairement citoyen d'aucun pays en particulier. Il lui est en grande partie indifférent en quel lieu il tienne son commerce. Et il ne faut que le plus léger dégoût pour qu'il se décide à emporter son capital d'un pays dans un autre, et avec lui toute l'industrie que ce capital mettait en activité. » C'était écrit au XVIIIe siècle, et vous voyez à quel point aujourd'hui on en trouve l'illustration tous les jours avec les délocalisations, puisque le capitalisme s'est aujourd'hui entièrement déterritorialisé, et qu'il ne, comme dit Smith, il ne faut que le plus léger dégoût aux industriels, aux marchés financiers pour transporter leurs centres spéculatifs, leurs unités de production dans des endroits où ils obtiennent des conditions fiscales, sociales ou environnementales qui leur sont plus favorables. Et allons encore un peu plus loin, le problème de l'immigration. Les libéraux n'ont doctrinalement rien à opposer, rien à objecter à l'ouverture des frontières à tous les flux migratoires. Comme ils raisonnent en termes d'individus et non pas de peuple ou de culture, ils font de l'immigration une analyse purement économique. L'immigration, ça se résume pour eux à une augmentation du volume de la main-d'œuvre et de la masse potentielle des consommateurs grâce à des individus venus d'ailleurs, ce en quoi le phénomène est positif. Les libéraux considèrent que rien ne doit faire obstacle à la libre circulation des personnes, tout comme des capitaux ou des marchandises. Subsidiairement, l'immigration permet d'exercer une pression à la baisse sur les salaires et le pouvoir d'achat des autochtones. C'est la célèbre formule de Karl Marx sur l'armée de réserve, l'immigration comme armée de réserve du capital. Pour le dire autrement, disons que 1 million d'extra-européens venant s'installer en Europe, du point de vue des libéraux, c'est seulement 1 million d'individus qui viennent s'ajouter à d'autres millions d'individus. Alors, maintenant, autre aspect du problème, je survole bien sûr, parce qu'il faudrait descendre dans le détail, j'essaierai tout à l'heure éventuellement de répondre à quelques questions, puis après tout, il n'est pas interdit d'acheter le livre et de voir les développements qui se rapportent à tout cela. Mais je survole les grands chapitres. Et il y a la question évidemment du politique. Quel est le rapport du libéralisme au politique? La réponse est très simple. Le libéralisme fait tout ce qu'il peut pour limiter le plus possible
la part et le pouvoir du politique. Pourquoi ? Parce que l'individu est censé se réaliser dans ce royaume de la liberté qu'est l'échange économique, et que l'économie, par conséquent, doit prendre le pas sur le politique. Le politique est en outre perçu comme une menace pour l'individu, il est donc doublement une menace du point de vue libéral pour l'individu, et d'autre part pour le développement perpétuel du commerce et la fuite en avant vers l'instauration d'un grand marché planétaire. De ce fait, le libéralisme est traditionnellement partisan d'un État minimal, voire chez certains théoriciens extrémistes libertariens notamment, de pas d'État du tout, mais disons que la majorité en tient plutôt pour un État minimal qui est une sorte d'État gendarme ou d'État veilleur de nuit qui doit être avant tout le garant de la liberté individuelle, de la liberté du commerce et des droits de l'homme. C'est un État qui doit se mettre au service de l'individu et de sa liberté de choix, à commencer par son droit d'agir librement selon le calcul de ses intérêts particuliers. Alors évidemment, le conflit est là, sous-jacent, et on voit très bien pourquoi et comment il va éclater. D'abord pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de politique de l'individu. L'individu tout seul, Robinson Crusoe sur son île déserte, il n'y a pas de politique. Le politique implique une collectivité, une communauté, une société, une citoyenneté. Il n'y a pas de politique de l'individu. C'est très, très dommageable pour le libéralisme, mais c'est comme ça. Il n'y a de politique qu'en référence à des peuples ou à des communautés. Enfin, rappelons-le, le libéralisme condamne la souveraineté, ou plus exactement toute forme de souveraineté qui va au-delà de la souveraineté individuelle. La souveraineté nationale, la souveraineté populaire, tout ça ce sont des souverainetés d'entités dont il proclame volontiers l'inconsistance. Les démocraties libérales, qui sont des démocraties représentatives et parlementaires, sont déjà des démocraties qui confisquent à leur profit la souveraineté populaire pour la remplacer par la souveraineté parlementaire, ce que préfèrent déjà les libéraux. Mais de façon générale, disons que le libéralisme cherche à réduire le politique, et à le réduire à quoi ? Eh bien, à ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance, c'est-à-dire la simple gestion administrative. C'est le vieux rêve saint-simonien visant à remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses, qui finit à long terme par traiter des hommes comme s'ils étaient des choses et à les transformer en choses. Cela aboutit également à l'expertocratie, au pouvoir des experts, et à cette idée si répandue dans les milieux libéraux que les problèmes politiques sont en définitive de simples problèmes techniques pour lesquels il n'y a qu'une seule solution optimale, raisonnable. Rappelez-vous la façon dont Margaret Thatcher disait « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. C'est même devenu une sorte de formule qui a beaucoup circulé. Je dirais que dès l'instant que l'on affirme ce que les experts font volontiers, qu'il n'y a pas d'alternative, qu'il n'y a qu'une seule solution, on sort déjà du politique. Car le politique réside dans la capacité à décider et à choisir entre des possibles qui sont eux-mêmes déterminés par divers paramètres, des valeurs, des objectifs, des choses de ce genre. Quand on dit il n'y a pas à choisir, il n'y a pas plusieurs possibles, il n'y a qu'une seule possibilité, alors on sort déjà du politique, et c'est un des points centraux de l'opposition entre le libéralisme et le politique. Autre point très important, c'est la neutralité théorique à laquelle le libéralisme aspire pour les pouvoirs publics. L'État libéral, pour autant qu'on puisse employer cette expression, s'abstient en effet par principe de tout jugement concernant la façon dont les gens choisissent de vivre.
il n'a pas à trancher entre les conceptions concurrentes en matière de morale, il ne doit pas contribuer à donner un sens à l'existence, il ne doit pas proposer un modèle de ce qu'Aristote appelait la vie bonne, il n'a pas à encourager certaines attitudes ou à décourager d'autres. Le gouvernement, comme le dit Robert Nozick, grand théoricien libéral nord-américain, doit être scrupuleusement neutre face à ses citoyens. Alors évidemment, cette neutralité est toute relative, parce que même les libéraux ne peuvent pas considérer comme de même valeur ou de même importance une affirmation libérale et une affirmation antilibérale. Mais pour eux, au nom du pluralisme, l'État doit respecter l'entière liberté de choix des individus qui ont le droit de se détruire, et donc, se détruisant, de porter atteinte à la collectivité, si ça les amuse. Hein. C'est la raison pour laquelle les libéraux sont en général pour la libération totale des trafics de drogue, qui seraient transformés en commerce de drogue, favorable bien entendu à travailler le dimanche, enfin toutes ces choses-là. Tout ce que l'individu veut faire, il faut le plus possible le respecter, parce que c'est l'individu qui est au centre du système. Et évidemment, on voit bien sur quoi ça débouche. C'est-à-dire cette neutralité, elle ne débouche pas du tout sur le respect des façons de voir des gens, mais débouche en réalité sur la fin des repères. Les gens ne savent plus du tout dans quel monde elle vit. Le politologue français Pierre Manant, qui est lui-même un libéral, mais un libéral critique, disait très justement que le libéralisme, c'est d'abord le renoncement à penser la vie humaine selon son bien ou selon sa fin. L'élimination de la fin, c'est-à-dire au sens de la finalité, est un trait constant du libéralisme. Et évidemment, comment s'étonner alors de l'incapacité des sociétés libérales à légiférer de façon cohérente sur ce qu'on appelle les questions de société, depuis la bioéthique, la procréation assistée, le mariage homosexuel et toutes ces choses-là, qui impliquent inévitablement un jugement en termes de moralité substantielle. Comme l'État libéral s'interdit de juger des façons de vivre, il ne peut tout simplement pas se prononcer et ne peut aboutir qu'à des compromis boiteux. Venons-en maintenant au capitalisme, c'est-à-dire à ce système associé constamment au libéralisme qui est censé en réaliser les aspirations. Alors, pour comprendre ce dont il s'agit, je vais être très bref évidemment, je dirais qu'il faut abandonner l'idée que le capitalisme c'est seulement un système économique. C'est bien sûr un système économique, mais c'est beaucoup plus que cela, c'est un fait social total, pour employer l'expression du sociologue Marcel Mauss. C'est un fait social total, pourquoi ? Parce que la mise en œuvre de toutes ces logiques d'intérêt, de toutes ces logiques du profit, engendre la forme fétichisée que prennent les rapports sociaux dans les sociétés libérales. La société des individus est en effet tout naturellement une société de marché, car l'illimitation du désir et l'inflation des droits répond à l'illimitation qui est le principe même de la reproduction du capital. L'homme économique vise à maximiser son intérêt, comme la forme capitale vise à maximiser le profit, c'est-à-dire que l'un et l'autre cherchent constamment à s'augmenter dans la seule catégorie de l'avoir. L'illimité, c'est le toujours plus. Et surtout, c'est la croyance que toujours plus veut dire toujours mieux. Ce qui, malheureusement, n'est pas le cas. L'argent doit être transformé en capital pour s'engendrer lui-même. On doit procéder à la suraccumulation permanente du capital. Le capitalisme doit être un système de production pour lequel rien n'est impossible, sinon de ne pas être à lui-même sa propre fin. C'est cette illimitation, dans la visée comme dans la pratique, qui fait du capitalisme un système global reposant
sur ce que les Grecs appelaient l'ubris, c'est-à-dire la démesure, la négation de toute limite. Bien entendu, pour faire passer cela, on allègue l'efficacité. Et il est absolument certain que le système capitaliste est très efficace pour les fins qu'il se fixe, c'est-à-dire essentiellement pour la production de marchandises. Le problème, c'est que l'efficacité n'est jamais une fin en soi. L'efficacité ne qualifie jamais que les moyens mis en œuvre pour atteindre une fin, sans rien nous dire de la valeur de cette fin. Or, je pense que la bonne société n'est pas fondamentalement celle qui donne seulement des moyens d'existence, c'est plutôt celle qui donne des raisons de vivre, c'est-à-dire du sens. Et voilà ce qui est bien étranger à la logique du capitalisme libéral, qui ne cherche qu'à développer la consommation par tous les moyens, toujours poussée dans cette fuite en avant qui est la sienne, mais qui aboutit non seulement à la disparition des repères, mais à la clôture du sens. Et la clôture du sens aboutit elle-même au nihilisme. Avant d'en terminer, je vais dire peut-être quelques mots des rapports entre les libéraux et les conservateurs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain nombre de conservateurs se sont dit et continuent de se dire libéraux. Généralement, on les appelle conservateurs libéraux, libéraux conservateurs ou encore nationaux conservateurs. Je crois que cette expression est une contradiction dans les termes. C'est un peu comme le cercle carré, n'est-ce pas? C'est un oxymore. En réalité, le libéralisme, sur le fond, ne peut que s'opposer au conservatisme parce qu'il perçoit le conservatisme comme l'héritier d'un ordre ancien auquel la montée du capitalisme et d'une façon générale la modernité a mis fin. Le conservatisme défend la permanence d'un certain nombre de constantes anthropologiques auxquelles le libéralisme en substitue d'autres dont j'ai parlé et qui sont tout à fait à l'opposé. Et il est condamné à cette substitution puisque le libéralisme ne considère pas l'homme comme un être social et politique par nature, ce que fait au contraire le conservatisme. Ici, un petit retour en arrière s'impose. Il faut revenir au XIXe siècle. Au XIXe siècle, dans la plus grande partie du XIXe siècle, les libéraux et les conservateurs, Alain le disait tout à l'heure, sont des ennemis acharnés. Ce ne sont pas du tout des alliés. Et puis, à partir de la fin du XIXe siècle, on va voir apparaître le socialisme, puis le communisme, qui vont déporter le libéralisme vers le centre et la droite, et permettre à la droite libérale de se développer de plus en plus. Et on arrivera comme ça à l'époque de la guerre froide, où libéraux et conservateurs se retrouveront évidemment dans le même camp pour s'opposer au système, soviétique. Le système soviétique, il a aujourd'hui disparu. Alors je sais bien que le mur de Berlin n'est pas encore tombé dans toutes les têtes, mais ça commence. Et du fait que ça commence, on s'aperçoit que libéraux et conservateurs, ce n'est pas nécessairement synonyme, ça peut très souvent s'opposer, et maintenant qu'il n'y a plus le repoussoir commun du système soviétique, que nous rentrons dans un monde multipolaire, il faut peut-être procéder à un travail de clarification. On peut poser ici quelques questions. Les conservateurs, en général, souhaitent réguler, contrôler, parfois arrêter l'immigration. Comment peuvent-ils le faire? En adhérant à l'ordre économique libéral qui repose sur un idéal de mobilité, de flexibilité, d'ouverture des frontières et de nomadisme généralisé, encore une fois, laisser faire, laisser passer. Comment est-ce qu'ils peuvent s'en remettre à l'efficacité du marché sans admettre que cette efficacité impose de tenir pour non existantes les frontières qui séparent et donc distinguent les différentes cultures de l'humanité? Comment peuvent-ils défendre l'identité des peuples ou des nations, tout en considérant que ces peuples et ces nations ne sont que de simples agrégats d'individus séparés? Bref, comment défendre le système de marché et des valeurs traditionnelles que ce système ne cesse de laminer?
Alors en conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, on est arrivé à l'époque où il est possible de faire un bilan du système libéral qui se trouve à la fois à l'apogée de son influence et en même temps au début de son déclin, menacé qu'il est d'une crise généralisée, à la fois des démocraties libérales, mais également du système capitaliste. On constate que la montée de l'individualisme libéral qui a accompagné l'ascension des classes et des valeurs bourgeoises aux dépens, je le disais tout à l'heure, des valeurs aristocratiques et des valeurs populaires, s'est traduite d'abord par une dislocation progressive des structures d'existence organiques caractéristiques des sociétés traditionnelles, ensuite par une désagrégation généralisée du lien social, et enfin par une situation de relative anomie sociale, où les individus vivent souvent non seulement dans la précarité, mais dans la solitude et dans l'anonymat de masse, et se retrouvent une fois de plus étrangers les uns aux autres, et potentiellement de plus en plus ennemis les uns des autres, puisqu'ils sont pris tous ensemble dans cette forme moderne de lutte de tous contre tous, qu'est la concurrence généralisée. On pense ici à la société telle qu'elle avait été décrite par Alexis de Tocqueville. Alors pour terminer, je voudrais dire ma conviction que, à l'heure d'un déclin relatif des vieux clivages du type le clivage droite-gauche, nous allons assister dans les années qui viennent, le processus a déjà commencé, à un processus de un procès de clarification, notamment à droite dans les milieux conservateurs, vis-à-vis des libéraux, mais on trouvera sans doute la même chose à gauche. Le grand clivage des années qui viennent, ce ne sera pas le clivage droite-gauche, ce sera un clivage libéraux contre antilibéraux. Et le dénominateur commun de tous les antilibéraux, eh bien, c'est la référence au bien commun, qui n'a d'autre sens que celui d'un bien qui a été institué en commun et qui est inappropriable par nature. Dans l'expression bien commun, le second terme compte d'ailleurs déjà tout autant que le premier, car le commun est à lui seul déjà un bien qui se définit comme ce dont chacun peut jouir sans qu'on ait à en faire le partage. Restaurer le bien commun, restaurer le commun, c'est le programme qui s'offre aujourd'hui à tous les antilibéraux, si l'on veut du moins sortir d'un monde où rien n'a plus de valeur, mais où tout a un prix. Je vous remercie.